Bitcoin, as it's called, bypasses the traditional banking system and has become increasingly attractive. With Bitcoin. 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 En 2014, 850 000 bitcoins disparaissent mystérieusement. Valeur à l'époque, 450 millions de dollars. Aujourd'hui, plus de 50 milliards. Ce matin-là, des milliers de personnes se réveillent millionnaires. Le soir même, elles n'ont plus rien. Before this started, it was worth around $300,000. So it looks like that's disappeared. En quelques heures, MTGOX, la plus grande plateforme d'échange de bitcoin au monde, s'effondre, emportant avec elle les rêves et les économies de toute une génération de précurseurs. Des vies brisées, une confiance anéantie, mais surtout, une histoire qui, 10 ans plus tard, semble se multiplier plutôt que se résoudre. Et si tout cela n'était qu'une illusion, si le plus grand vol de l'histoire du bitcoin n'en était pas vraiment un? Au cœur de la Silicon Valley, en 2010, un jeune développeur, Jed McCaleb, s'ennuie beaucoup. Il vient de vendre son entreprise de partage de fichiers pour 30 millions de dollars. Mais l'argent ne suffit pas à combler son besoin constant de défis. C'est alors qu'il tombe sur un article obscur parlant d'une nouvelle monnaie virtuelle, le Bitcoin. Intrigué, Jed plonge dans ce monde qu'est la crypto-monnaie. Il passe des nuits entières à lire des forums, à décortiquer le code source. Le Bitcoin le fascine. C'est plus qu'une monnaie, c'est une révolution. Mais il y a un problème. Il est presque impossible d'en acheter. À l'époque, les gens échangeaient des bitcoins sur des forums, comme s'ils troquaient des cartes Pokémon. C'était archaïque et peu sûr. Une idée germe dans son esprit. Et s'il créait une plateforme d'échange simple et sécurisée? En quelques semaines, il code un site web basique. Pour le nom, il recycle un vieux domaine qu'il possédait, mtgox.com, Magic the Gathering Online Exchange. Je ne voulais pas perdre de temps à trouver un nouveau nom, explique-t-il. Qui aurait cru que ça deviendrait si important? Le 18 juillet 2010, MTGOX est lancé. Au début, c'est confidentiel. Quelques centaines de geeks s'y échangent des bitcoins qui valent à peine quelques dollars. Mais rapidement, le bouche à oreille fait son effet. MTGOX devient le lieu incontournable pour acheter et vendre des bitcoins. Jed est euphorique, son petit projet prend de l'ampleur. Mais cette croissance rapide attire aussi l'attention des pirates informatiques. En octobre, une faille de sécurité permet à des hackers de voler l'équivalent de 50 000 dollars. C'était une somme énorme à l'époque, se rappelle Jed. À ce moment-là, il réalise qu'il joue dans la cour des grands. Il ne peut plus se permettre de gérer ça tout seul. C'est alors qu'il rencontre Marc Karpelles. Ce jeune Français de 25 ans vit au Japon et travaille comme développeur indépendant. Il est brillant, disponible et passionné de cryptographie. Jed voit en lui l'associé idéal pour gérer la partie technique de MTGOX. En février 2011, Jed propose à Marc de lui céder MTGOX. Le deal est simple. Pas d'argent en amont, mais un partage des revenus pendant 6 mois, puis 12% des bénéfices à vie pour Jed. Marc accepte sans hésiter. Ce qu'ils ignorent tous les deux, c'est que ce transfert de propriété va marquer le début d'une des plus grandes catastrophes de l'histoire des crypto-monnaies. La passation de pouvoir se fait en quelques semaines, mais le 1er mars 2011, alors que Marc vient tout juste de prendre les commandes, un message alarmant s'affiche sur l'écran de Jed. 80 000 bitcoins viennent d'être transférés depuis le portefeuille principal de MTGOX vers une adresse inconnue. J'ai cru à un bug, raconte Jed, puis j'ai compris que c'était réel. Quelqu'un venait de voler un tiers des dépôts des clients. Paniqués, Jed et Marc tentent de comprendre ce qui s'est passé. Mais les logs du serveur ont été effacés. Impossible de savoir qui est derrière ce vol. Marc est désemparé. À peine aux commandes, il doit gérer une crise majeure. Jed lui conseille de racheter discrètement les bitcoins manquants avec les futurs revenus de la plateforme. C'était la seule solution, explique Jed. On ne pouvait pas annoncer publiquement ce vol. Ça aurait tué MTGOX. Marc est d'accord. Il ignore encore qu'il vient de faire le premier pas vers un gouffre dont il ne sortira jamais vraiment. Lorsque Marc Karpelles prend les rênes de MTGOX en 2011, il est loin d'imaginer l'aventure vertigineuse qui l'attend. À 25 ans, ce jeune Français au visage poupin se retrouve propulsé à la tête de la plus importante plateforme d'échange de bitcoin au monde. Les premiers mois sont difficiles. Marc doit jongler entre la gestion quotidienne du site, le développement de nouvelles fonctionnalités et le remboursement discret des 80 000 bitcoins volés. Mais il est déterminé à faire de MTGOX un succès, un véritable succès. Il fait ses preuves et son travail paye. En seulement quelques mois, le nombre d'utilisateurs explose, passant de 3 000 à 60 000. Un bond spectaculaire pour une ère où les crypto-monnaies en étaient encore à leur commencement. Le cours du Bitcoin s'envole, atteignant 16 $ en juin 2011. C'était une période folle, se souvient un ancien employé. On avait l'impression d'être au cœur d'une révolution. L'argent affluait de partout. C'était même un peu trop facile. Marc emménage dans des bureaux luxueux au cœur de Tokyo. Il embauche à tour de bras. Développeurs, commerciaux, support clients. MTGOX devient une véritable entreprise. Mais cette croissance rapide a un prix. Le 19 juin 2011, MTGOX subit une nouvelle attaque. Des hackers parviennent à voler l'équivalent de 8,75 millions de dollars. Cette fois-ci, impossible de cacher l'incident.
Mark, déterminé à rester transparent, publie un communiqué dans l'espoir de rassurer les utilisateurs. Mt. Gox n'était pas préparé à la croissance explosive du Bitcoin, écrit-il. Notre système a été construit comme un passe-temps quand les bitcoins ne valaient que quelques centimes. Nous travaillons dur pour renforcer notre sécurité. Étonnamment, cet incident ne freine pas l'engouement pour Mt. Gox. Au contraire, la plateforme s'en renforçait de cette crise. Les utilisateurs apprécient la transparence de Mark. En 2013, Mt. Gox atteint son apogée. La plateforme gère 70% de toutes les transactions en bitcoin dans le monde. Chaque jour, des millions de dollars transitent par ses serveurs. Le bitcoin dépasse maintenant les 1000 $. Mark Karpelès devient une célébrité dans le monde des crypto-monnaies. Il est invité à des conférences, interviewé par les plus grands médias. À 28 ans, il dirige une entreprise valorisée à plusieurs centaines de millions de dollars. C'était surréaliste, confie-t-il plus tard. Je passais mes journées à coder et d'un coup, je me retrouvais à gérer une multinationale. Mais derrière cette façade de succès, les problèmes s'accumulent. La plateforme peine à suivre le rythme de croissance. Les bugs se multiplient, le support client est débordé. Plus inquiétant encore, des rumeurs commencent à circuler sur la solvabilité de Mt. Gox. Certains utilisateurs se plaignent de délais anormalement longs pour retirer leurs fonds. Mark tente de rassurer, il annonce de nouvelles mesures de sécurité, promet des améliorations. Mais en coulisses, il est de plus en plus nerveux, car Mark cache un terrible secret. Depuis le vol initial de 80 000 bitcoins en 2011, il n'a jamais réussi à combler le trou dans les comptes de Mt. Gox. Pire, d'autres piratages discrets ont eu lieu, creusant encore le déficit. Mt. Gox opère en réalité depuis des mois avec une réserve fractionnaire, un système où l'entreprise ne détient qu'une fraction des fonds de ses clients, espérant que tous ne retireront pas leur argent en même temps. Si tous les utilisateurs décidaient de retirer leurs fonds en même temps, la plateforme serait incapable de les rembourser. Mark est pris au piège. Chaque jour, il espère que le cours du Bitcoin va encore monter. Fin 2013, alors que le Bitcoin atteint des sommets historiques, Mark sait que la situation est intenable. Mt. Gox est assis sur une bombe à retardement. Il ignore encore que le pire est à venir. Dans l'ombre, un groupe de hackers s'apprête à porter le coup de grâce à la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin au monde. Le monde entier a les yeux rivés sur le Bitcoin. Ce dernier a touché son niveau le plus haut jamais atteint, 1000 $. Mt. Gox, la plateforme phare de l'écosystème, surfe sur cette vague d'euphorie. Pourtant, dans les coulisses, le château de cartes commence à faiblir. Tout commence par des plaintes isolées sur les forums. Des utilisateurs s'étonnent de délais inhabituels pour retirer leurs fonds. Au début, ces messages passent inaperçus dans le flot d'enthousiasme général, mais au fil des semaines, ils se multiplient. « J'attends mon virement depuis 3 semaines », écrit un utilisateur exaspéré. Le support client ne répond pas à mes emails. Que se passe-t-il? Mark Karpelès, le PDG de Mt. Gox, tente de calmer le jeu. Il évoque des problèmes bancaires temporaires et promet une résolution rapide. Mais en coulisses, la panique s'installe. Mark cache toujours un terrible secret. Depuis des mois, Mt. Gox opère avec un déficit colossal. Des centaines de milliers de bitcoins manquent à l'appel, volatilisés lors de piratages successifs que Mark a tenté de dissimuler. C'était comme jouer à la roulette russe chaque jour, confiera plus tard un ancien employé. On ne savait jamais si on allait pouvoir honorer les retraits. Pour gagner du temps, Mark met en place des limites de retrait de plus en plus strictes. Il espère que la hausse continue du Bitcoin lui permettra de combler le trou. Mais c'est un pari risqué. En janvier 2014, les rumeurs s'intensifient. Des blogueurs influents commencent à s'interroger publiquement sur la solvabilité de Mt. Gox. Le doute s'installe dans la communauté. Mark tente une dernière manœuvre désespérée. Il annonce le déménagement des bureaux de Mt. Gox, officiellement pour accueillir plus d'employés. En réalité, c'est une tentative de gagner du temps et de rassurer les investisseurs. Mais le 7 février, l'impensable se produit. Mt. Gox suspend tous les retraits en Bitcoin. Dans un bref communiqué, la plateforme évoque un problème de malléabilité des transactions, nécessitant une pause temporaire. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les forums s'enflamment, les théories du complot fleurissent. Certains accusent Mark d'avoir orchestré une sortie de scam, d'autres pointent du doigt une attaque de hacker. La vérité est bien plus complexe, et elle ne va pas tarder à éclater au grand jour, plongeant le monde des crypto-monnaies dans une crise sans précédent. D'ailleurs, si tu veux pas te retrouver comme tous les clients de Mt. Gox qui ont perdu leurs fonds et que tu veux sécuriser ton argent, je te conseille de sortir tes crypto-monnaies des plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase qui ont le contrôle sur ton argent. Pour ça, il y a une solution que j'aime beaucoup, c'est les Tangem Wallet. C'est un portefeuille sous forme de carte que tu vas scanner au dos de ton téléphone pour accéder à ton wallet. La vidéo n'est pas en collaboration, mais c'est un outil que je trouve très facile pour les débutants et que j'utilise depuis près de 6 mois. Si tu veux en savoir plus, je te laisse en description une vidéo complète sur le wallet et également le site Tangem pour profiter de moins 10% sur le wallet. Quelques semaines plus tard, on annonce que 200 000 bitcoins ont été retrouvés sur un ancien portefeuille de l'entreprise. La colère des investisseurs monte contre Karpelès, et des soupçons se portent également sur Willy, un bot mis en place pour compenser les pertes causées par les piratages. Ce bot aurait eu des comportements étranges, contribuant potentiellement à la hausse du bitcoin à la fin de l'année 2013, amplifiant ainsi le mystère entourant l'affaire.
L'effondrement de Mt. Gox est un coup dur pour toute l'industrie des crypto-monnaies. La confiance des investisseurs est ébranlée. Les régulateurs du monde entier appellent un encadrement plus strict du secteur. Mais au milieu de ce chaos, une question reste sans réponse. Où sont passés les 550 000 bitcoins disparus? Le 7 février 2014 restera gravé comme un jour noir dans l'histoire des crypto-monnaies. Lorsque Mt. Gox suspend tous les retraits en bitcoin, c'est un séisme qui secoue l'ensemble de l'écosystème. Pendant 10 jours, un silence assourdissant règne. Mt. Gox ne communique plus. Mark Karpelès est aux abonnés absents. Les utilisateurs sont dans l'angoisse totale. Certains ont investi toutes leurs économies dans la plateforme. D'autres sont devenus millionnaires grâce à la hausse du bitcoin et ne peuvent pas retirer leurs gains. C'était comme si la terre s'était ouverte sous nos pieds, raconte un investisseur. Du jour au lendemain, tout notre argent était bloqué, sans aucune explication. Les théories les plus folles circulent. Certains pensent que Mt. Gox a été hacké, d'autres accusent Mark Karpelès d'avoir orchestré une sortie de scam monumentale. Les plus optimistes espèrent encore qu'il s'agit d'un problème technique temporaire. Le 17 février, Mt. Gox brise enfin le silence. Dans un communiqué, la plateforme annonce avoir découvert une faille dans le protocole Bitcoin, permettant à des hackers de voler des fonds de manière invisible. Cette explication est immédiatement contestée par les experts. C'est un mensonge, tweet un développeur renommé. Le problème vient de leur implémentation bancale, pas du Bitcoin. Mais le pire est à venir. Le 24 février, un document interne de Mt. Gox fuite sur Internet. 744 408 bitcoins appartenant aux clients ont disparu. À l'époque, cela représente 450 millions de dollars. Aujourd'hui, ces bitcoins vaudraient près de 50 milliards. C'est le plus grand vol de l'histoire des crypto-monnaies. Près de 7% de tous les bitcoins en circulation se sont volatilisés. La nouvelle fait l'effet d'une bombe atomique. Le cours du bitcoin s'effondre, perdant 20% en quelques heures. Les autres plateformes d'échange sont prises d'assaut par des utilisateurs paniqués voulant retirer leurs fonds. Le 28 février, Mt. Gox dépose officiellement le bilan. Dans une conférence de presse surréaliste à Tokyo, Mark Karpelès s'incline devant les caméras. L'air perdu. Il présente ses excuses mais n'offre aucune explication claire sur la disparition des fonds. « Je suis désolé pour cette situation et j'assume l'entière responsabilité », déclare-t-il d'une voix tremblante. Les autorités japonaises ouvrent une enquête pour fraude. Le FBI américain s'en mêle, soupçonnant des liens avec le crime organisé. Les réactions ne se font pas attendre. Des milliers d'utilisateurs lésés se regroupent pour intenter des actions en justice. L'effondrement de Mt. Gox est un coup dur pour toute l'industrie des crypto-monnaies. La confiance des investisseurs est ébranlée. Les régulateurs du monde entier appellent à un encadrement plus strict du secteur. Mais au milieu de ce chaos, une question reste sans réponse. Où sont passés les 744 408 bitcoins disparus? L'enquête ne fait que commencer et elle va réserver bien des surprises. Alors que le monde des crypto-monnaies est encore sous le choc de l'effondrement de Mt. Gox, une équipe d'enquêteurs se met discrètement au travail. Leur mission? Retrouver la trace des 550 000 bitcoins volatilisés. Parmi eux, un homme se démarque, Michael Gronager, ancien COO de Kraken, une plateforme concurrente de Mt. Gox. Il a quitté son poste pour se consacrer à un projet ambitieux, développer un logiciel capable d'analyser la blockchain, le grand livre public où sont enregistrées toutes les transactions en bitcoin. La blockchain est comme un immense labyrinthe, explique Michael. Chaque transaction est un fil que l'on peut suivre, mais il y a des millions de fils entremêlés. Notre défi est de créer un outil capable de démêler tout ça. Pendant des semaines, Michael et son équipe travaillent d'arrache-pied. Ils ingèrent des téraoctets de données, créent des algorithmes complexes, visualisent les flux de transactions sous forme de graphes colorés, et puis, un jour, la percée tant attendue se produit. En analysant les mouvements de fonds sur Mt. Gox, Michael fait une découverte stupéfiante. Les vols n'ont pas commencé en 2014, comme tout le monde le pensait, mais dès 2011, peu après que Mark Karpelès ait pris le contrôle de la plateforme. Le mode opératoire des voleurs est d'une simplicité déconcertante. Chaque fois que de nouveaux bitcoins arrivaient sur les adresses de Mt. Gox, ils étaient instantanément redirigés vers d'autres portefeuilles. Ce pillage systématique a duré des années, creusant un déficit toujours plus grand. Mais où sont allés tous ces bitcoins? En suivant leurs traces, Michael remarque un schéma récurrent. Au début, les fonds volés transitaient par une plateforme américaine nommée TradeHill. À partir de 2012, il commence à passer massivement par un échange mystérieux, BTC-E. BTC-E est connu dans le milieu pour son laxisme en matière de vérification d'identité. C'est le refuge idéal pour blanchir de l'argent sale. Michael est convaincu que la clé de l'énigme se trouve là-bas. C'était comme si on avait trouvé la tanière du dragon, dit-il. Mais le dragon lui-même restait invisible, car BTC-E est une plateforme opaque. Ses propriétaires sont anonymes, son lieu d'opération est inconnu. Comment remonter jusqu'au cerveau de l'opération? Michael décide de pousser son analyse plus loin. En étudiant les horaires des transactions suspectes, il parvient à déterminer le fuseau horaire probable des voleurs. Attention, roulement de tambour, la Russie, bien évidemment. C'est une étape cruciale, mais pour aller plus loin, Michael a besoin de renforts. Il prend alors contact avec les autorités américaines, sans se douter que cette décision déclencherait une chasse à l'homme internationale. Pendant que Michael Gronager analyse la blockchain, un autre homme mène l'enquête de son côté. Tigran Gambaryan, agent spécial de l'IRS, le fisc américain. Il s'intéresse de près à BTC-E, la plateforme mystérieuse par laquelle transitent les bitcoins volés.
Tigran est un enquêteur chevronné. Il a déjà résolu des affaires complexes de cybercriminalité. Mais BTCE est un défi d'un autre niveau. La plateforme semble opérer dans un vide juridique, ignorant toutes les règles anti-blanchiment. Sa première victoire arrive lorsqu'il découvre que les serveurs de BTCE sont hébergés en Virginie, à 2 pas de Washington. C'est une surprise, la plateforme se présentait comme basée en Europe de l'Est. Grâce à un mandat, Tigran obtient l'accès au log des serveurs. Il y identifie 3 administrateurs, dont un en particulier attire son attention, son pseudonyme, WME. Tigran remarque que l'adresse IP utilisée par WME correspond à celle d'un compte ayant vendu une grande quantité de bitcoin volés à MTGOX. Une hypothèse folle germe dans son esprit, et si le voleur de MTGOX avait créé sa propre plateforme d'échange pour blanchir l'argent? Pour vérifier cette théorie, Tigran contacte Michael Gronager. Il lui demande de vérifier les adresses IP russes associées à la vente des bitcoins volés. La réponse de Michael confirme ses soupçons. Nous avions notre suspect principal. Mais qui se cache derrière le pseudonyme WME? La réponse se trouve sur un forum Bitcoin où WME est actif depuis 2011. En épluchant son historique, les enquêteurs font une découverte cruciale. Dans l'un de ses posts, WME a oublié de masquer son vrai nom sur un document. Alexander Vinnik, l'homme le plus recherché du monde des crypto-monnaies, a enfin un visage. C'est peut-être l'erreur de trop qu'il vient de commettre. Les recherches s'intensifient. Vinnik est un citoyen russe de 36 ans, avec un passé trouble. Il a déjà été impliqué dans des affaires de fraude à la carte bancaire. Tout indique qu'il est bien le cerveau derrière BTCE. Notre suspect numéro 1 vient d'être identifié. Mais maintenant, comment l'arrêter? En tant que citoyen russe vivant en Russie, il est hors de portée de la justice américaine. Les enquêteurs doivent attendre qu'il commette une erreur. Mais Vinnik est un fantôme. Pire encore, il semble avoir anticipé les recherches, effaçant méticuleusement toute trace de sa présence en ligne. Pendant des mois, les enquêteurs scrutent le moindre mouvement en ligne potentiellement lié à Vinnik. Ils analysent des énormes quantités de données, surveillent des centaines d'adresses IP. Mais Vinnik est prudent. Il utilise systématiquement des VPN et des réseaux d'anonymisation pour masquer sa localisation. La frustration monte dans l'équipe. Certains commencent à penser que Vinnik est intouchable. Mais Gambarian refuse d'abandonner. Il sait que même les criminels les plus prudents finissent par commettre une erreur. Cette erreur survient un jour de juillet 2017. Lors d'une vérification de routine, les enquêteurs repèrent une connexion suspecte. Pour la première fois depuis des mois, Vinnik s'est connecté à l'un de ses comptes sans utiliser de VPN. C'est l'ouverture que Gambarian attendait. En quelques heures, il retrace l'adresse IP jusqu'à un hôtel de luxe en Grèce. Vinnik est en vacances avec sa famille. Les autorités américaines contactent immédiatement leur homologue grec. Le piège est prêt à se refermer sur Alexander Vinnik. Mais l'homme qui a réussi à voler et blanchir des centaines de millions de dollars va-t-il se laisser prendre si facilement? Une opération conjointe est rapidement mise sur pied. Le plan est simple, arrêter Vinnik discrètement, sans lui laisser la moindre chance de fuir ou de détruire des preuves. Le 25 juillet 2017, alors que Vinnik se prélasse sur une plage de la péninsule de Halkidiki, des agents en maillot de bain s'approchent. En quelques secondes, l'homme le plus recherché du monde des crypto-monnaies est menotté et emmené sous les yeux ébahis des touristes. L'arrestation fait la une des journaux du monde entier. Pour la première fois, le visage du présumé cerveau derrière le vol de MTGOX est révélé au public. Mais si les enquêteurs pensaient que cette arrestation mettrait un point final à l'affaire, ils se trompaient gravement. Ce n'était que le prélude à une bataille juridique internationale d'une ampleur et d'une complexité jamais vues auparavant. L'arrestation d'Alexander Vinnik sur une plage grecque n'est que le premier acte d'un drame judiciaire qui va s'étendre sur plusieurs années et impliquer 3 pays différents. À peine Vinnik est-il sous les verrous que les États-Unis demandent son extradition. Les charges sont lourdes. Blanchiment d'argent, fraude informatique, trafic de drogue. Le département de la justice américaine accuse Vinnik d'avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars via BTCE. Mais les Américains ne sont pas les seuls sur les rangs. La Russie réclame également l'extradition de son ressortissant, officiellement pour une fraude de 11 000 €. Cependant, beaucoup soupçonnent une manœuvre pour protéger Vinnik d'un procès aux États-Unis. Comme si la situation n'était pas assez compliquée, la France entre dans la danse. Les autorités françaises accusent Vinnik d'extorsion et de blanchiment en bande organisée, en lien avec le ransomware Loki, un logiciel malveillant qui chiffre les fichiers d'une victime et exige une rançon pour leur déchiffrement. Vinnik, lui, clame son innocence. Il affirme n'être qu'un simple consultant informatique pour BTCE, ignorant toutes les activités illégales de la plateforme. Ses avocats dénoncent un complot politique des États-Unis contre la Russie. Mon client est un pion dans un jeu politique qui le dépasse, déclare Zoé Constantopoulou, son avocate grecque et ancienne présidente du Parlement hellénique. Pendant ce temps, à Tokyo, Mark Karpeles, l'ancien patron de MTGOX, est jugé pour détournement de fonds et falsification de données informatiques. L'arrestation de Vinnik le disculpe du vol des bitcoins, mais ne le sort pas totalement d'affaire. En Grèce, Vinnik se retrouve au cœur d'une bataille juridique sans précédent. 3 pays se disputent son extradition, chacun présentant des arguments différents. Les tribunaux grecs sont dépassés par la complexité de l'affaire. Pendant 3 longues années, Vinnik reste en détention en Grèce. Les conditions sont dures. Il entame une grève de la faim pour protester, mettant sa santé en danger. Des tentatives d'assassinat sont même déjouées en prison. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. L'affaire prend une tournure encore plus dramatique lorsque l'épouse de Vinnik, atteinte d'un cancer du cerveau, décède en Russie. Vinnik n'est pas autorisé à assister aux funérailles. Finalement, en janvier 2020, la Grèce tranche. Vinnik est extradé vers la France, où il sera jugé en décembre. Le verdict tombe, 5 ans de prison pour blanchiment d'argent en bande organisée. Cependant, les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot.
Ils réclament toujours l'extradition de Vinick pour le juger sur leur sol. Une nouvelle bataille juridique s'annonce, avec la perspective d'une peine bien plus lourde. L'affaire Vinick a dépassé le cadre d'un simple procès pour cybercriminalité. C'est désormais un casse-tête juridique et diplomatique, relevant les défis complexes de la criminalité financière à l'ère du digital. Pendant ce temps, les victimes de Mt. Gox attendent toujours des réponses. Où sont passés les bitcoins volés? Seront-ils un jour remboursés? Le mystère reste entier. Août 2022, l'aéroport d'Athènes, Alexander Vinick, menotté, est escorté par des agents américains vers un avion en partance pour les États-Unis. Après 5 ans de bataille juridique, l'homme soupçonné d'être le cerveau du plus grand vol de crypto-monnaies de l'histoire va enfin faire face à la justice américaine. À son arrivée sur le sol américain, Vinick découvre l'ampleur des charges qui pèsent contre lui. 21 chefs d'accusation, dont le blanchiment de plus de 4 milliards de dollars via BTC. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 55 années de prison. Mais l'affaire prend un tournant inattendu. En juin 2023, le département de la justice américaine fait une annonce fracassante. De nouveaux suspects sont inculpés. Alexei Biluchenko et Alexander Werner sont accusés d'avoir participé au vol et au blanchiment des bitcoins de Mt. Gox. Cette révélation soulève de nouvelles questions. Vinick n'était-il qu'un pion dans une opération bien plus vaste? Qui sont réellement Biluchenko et Werner? Et surtout, où se cachent-ils? Pendant ce temps, une lueur d'espoir apparaît pour les victimes de Mt. Gox. Les 200 000 bitcoins retrouvés par Mark Karpeles valent aujourd'hui bien plus que la totalité des fonds perdus en 2014. Les administrateurs de la faillite annoncent le début des remboursements pour octobre 2023. Mais après tant d'années d'attente et de faux espoirs, de nombreux créanciers restent sceptiques. Verront-ils un jour la couleur de leur argent? Durant l'été 2024, près de 10 ans après le drame, les premiers remboursements en bitcoin sont en cours. Nobuaki Kobayashi, le liquidateur judiciaire, a annoncé le début des versements. Alors que les détenteurs retrouvent progressivement leur crypto-monnaie, le marché craint l'impact de cette énorme injection de bitcoin. Les investisseurs, inquiets, se demandent si ce flot de bitcoin ne pourrait pas faire chuter les cours. L'histoire de Mt. Gox est loin d'être terminée. Alors que Vinick purge sa peine dans une prison américaine, que Biluchenko et Werner sont toujours en fuite, et que les victimes espèrent enfin être remboursées, une question demeure. Où est passé le reste des bitcoins volés? La réponse à cette énigme pourrait bien réécrire l'histoire du plus grand casse de l'ère numérique, et peut-être révéler que nous n'avons vu que la partie émergée de l'iceberg d'une conspiration bien plus vaste.